Bienvenue sur Cardio Online pour ce nouvel épisode de décortication, on va dire, des recommandations de l'ESC à propos de la fibrillation atriale. Alors ce soir, nous allons aborder voire deux sujets qui sont assez difficiles. Qu'en est-il des AVC et des hémorragies sous anticoagulants? Il y a des recommandations, mais souvent le niveau de preuve est faible et c'est finalement l'expérience des gens qui va être fondamentale. Et pour parler de leur expérience, j'ai le plaisir d'être ce soir avec le professeur Yannick Béjot, qui est neurologue neurovasculaire à Dijon, et avec le professeur Laurent Fauchier, qui lui est cardiologue, rythmologue à Tours. Alors vous avez sur la diapositive nos conflits d'intérêts, nos liens d'intérêts respectifs. Les objectifs de ce programme, eh bien, c'est de connaître les schémas de prise en charge d'un AVC ischémique récidivant chez quelqu'un sous anticoagulant. C'est de connaître les schémas de prise en charge des patients en cas d'hémorragie intracérébrale chez un patient traité avec une fibrillation atriale. Et puis, au terme de tout cela, connaître les indications de l'occlusion. Et pour rentrer dans le vif du sujet, le cas de cette femme de 71 ans qui a une fibrillation atriale, qui est traitée par un anticoagulant oral. Elle présente une hémiparésie brachiofaciale droite brutale avec une aphasie qui dure depuis 2h30 et un score NIHSS à 16. Yannick, c'est quoi ce score NIHSS? Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à cette réunion pour pouvoir discuter de ce sujet très complexe. Alors, le score NIHSS, c'est le score du neurologue pour évaluer la sévérité de l'accident vasculaire cérébral. Et ce score, plus il est élevé, plus le patient est grave. 16, ce sont des patients à un score 16, ce sont des patients qui présentent un AVC dit grave. On considère entre 0 et 5, ce sont des AVC mineurs, 5 et 10 modérés, plus de 10 grave et supérieur à 15 très grave. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un patient sous anticoagulant dans le cas d'une FA qui présente un AVC, l'erreur qui serait à ne pas commettre, c'est de se dire c'est une hémorragie cérébrale. Parce qu'on le voit sur cette diapositive, 20 à 25% seulement des AVC sous anticoagulants sont des hémorragies intracérébrales. Alors, c'est un peu plus quand c'est un AVK, c'est un peu moins quand c'est un AOD, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que 3 fois sur 4, il s'agit d'un infarctus cérébral. Et si la patiente est sous AVK, qu'est-ce qu'on a comme conduite à tenir? Alors, sur la diapositive suivante, on voit effectivement que si on est dans un cadre d'un infarctus cérébral et que la patiente est sous AVK, le seul moyen qu'on a pour décider d'une thrombolyse intraveineuse ou pas thrombolyse intraveineuse, c'est de doser l'INR. Et les recommandations sont claires. Si l'INR est inférieur à 1,7, on peut thrombolyser. Si l'INR est supérieur à 1,7 ou s'il n'est pas disponible, il ne faut pas thrombolyser. Le risque hémorragique devient alors trop important. Et la thrombectomie? La thrombectomie, elle va s'adresser aux patients qui ont certes un infarctus cérébral, mais qui vont avoir une occlusion vasculaire proximale. C'est pour ça qu'on fait toujours une imagerie des vaisseaux à la phase aiguë d'un infarctus cérébral pour retrouver ce site d'occlusion. Lorsque l'occlusion est proximale, comme c'est le cas ici sur la branche qu'on appelle M1, sur la portion M1 de l'artère sylvienne gauche, eh bien, on va pouvoir faire une thrombectomie mécanique. Donc, cette thrombectomie mécanique qui consiste à aller directement chercher le caillot par différentes techniques, la plus connue étant un stent retriever qui permet d'aller chercher le thrombus et qui va permettre d'améliorer nettement le pronostic des patients puisqu'on va créer une désobstruction mécanique. Alors, le problème de la thrombectomie mécanique, c'est comme je vous l'ai dit, il faut que l'occlusion soit proximale, accessible à la technique actuelle. Et on avait fait une étude, nous, au registre dijonnais des AVC, quand on reprend l'ensemble des patients présentant un infarctus cérébral, seulement 17% ont une occlusion proximale de la circulation antérieure, celle pour laquelle les essais ont montré un bénéfice net de la thrombectomie mécanique. Alors, certainement, ce taux est plus élevé lorsque le patient a une fibrillation atriale. On est plutôt de l'ordre de 25 à 30%, parce qu'on sait que la fibrillation atriale génère des thrombis de plus gros volume qui vont occlure les artères proximales. Alors, avant d'aller plus loin, on a déjà des questions, et puis des questions qui sont relatives à ce que
à ce que tu viens de dire. En fait, en vraie vie, quelle est l'incidence des AVC ischémiques sous AVK versus AOD? On n'a pas beaucoup de données parce que les AOD sont arrivés plus récemment. Il faut un peu de recul pour pouvoir estimer l'incidence. On sait que l'incidence des infarctus cérébraux liés à une fibrillation atriale est de l'ordre d'environ 30 à 40 pour 100 000 par an. On sait que chez ces patients, eh bien, jusqu'à maintenant, il y en avait à peu près 2/3 qui n'étaient pas traités par anticoagulants, ce qui laisse environ 1/3 qui est traité. Alors, c'était avant tout des traitements AVK dans les études dont on dispose, les études épidémiologiques, et qui fait qu'un certain nombre, la moitié à peu près, n'étaient pas équilibrés au moment de leur AVC. Est-ce qu'il y a des particularités, soit sémiologiques, soit d'imagerie, qui permettent d'identifier ces AVC ischémiques sous anticoagulants par rapport à ceux qui surviennent sans anticoagulants? Alors malheureusement, non. On n'a pas mis en évidence qu'il y ait de différence, qu'on soit ou pas anticoagulé quand on a une fibrillation atriale. À partir du moment qu'il y a un thrombus qui se forme, la conséquence va être la même. On n'a pas l'impression que ça, par exemple, ça réduise la sévérité. Il y a eu quelques études qui avaient suggéré qu'il pouvait avoir un effet sur une baisse de la sévérité, mais finalement, elles sont très peu convaincantes en termes de données. Alors, on a parlé des patients sous AVK. Qu'est-ce qu'il en est des patients sous AOD? Alors, les patients sous AOD font l'objet d'un certain nombre de recommandations. Alors, celles-ci ont été les préconisations qui ont été faites par le groupe d'études de la thrombose et de la SFNV, qui ont été reprises à l'échelle européenne. Alors, il va falloir considérer différents scénarios. Tout d'abord, le patient est-il bien sous AOD et le prend-il récemment? L'a-t-il pris dans les dernières 48 heures? On va considérer que oui, pour notre explication. Et ensuite, la question principale, c'est y a-t-il ou pas une occlusion proximale? Et est-on ou pas dans un centre qui permet d'administrer une thrombectomie mécanique? Si on est en une occlusion proximale dans un centre qui permet de réaliser la thrombectomie mécanique, on ne va pas se poser de questions, on va faire la thrombectomie mécanique d'emblée. Par contre, si on est dans un centre où on n'a pas de thrombectomie mécanique d'emblée, il y a un risque de délai de prise en charge, ou alors on est dans un cas d'un patient où le thrombus n'est pas accessible à la thrombectomie mécanique, c'est là où il va falloir s'appuyer sur le dosage des AOD. Diapositive suivante. Et les recommandations ont clairement établi que le dosage des AOD permettait ou pas la thrombolyse intraveineuse. Si le patient a un dosage inférieur à 50 nanogrammes par millilitre, quelle que soit la molécule, la thrombolyse intraveineuse peut être réalisée. Au contraire, lorsque c'est supérieur à 100, elle est contre-indiquée. Entre 50 et 100, ça va être au cas par cas. On va regarder un peu le terrain du patient, on va regarder quel est le déficit du patient. Ce déficit peut-il générer un handicap à long terme au point de prendre un risque à faire cette thrombolyse? Donc après, ça va être de la discussion cas par cas. Malheureusement, si on n'a pas accès au dosage spécifique, on va s'appuyer pour le dabigatran sur le temps de thrombine. Pour le rivaroxaban et les oxaban, on va utiliser l'activité anti-10A et en fonction des niveaux de ces deux paramètres, on va ou pas pouvoir thrombolyser. Je mettrai un bémol dans les recommandations qui avaient été faites sur le dosage TP-TCA, qui, quand ils sont normaux, permettent de discuter ou pas la réalisation de la thrombolyse. En pratique, c'est quand même très difficile de raisonner sur ces paramètres. Et alors la question, c'est pas la question qui tue, mais la question qu'on pose souvent, quand est-ce qu'on reprend les anticoagulants? Alors, la reprise des anticoagulants pose un problème pour le neurologue parce que vous savez que le risque d'un infarctus cérébral, c'est la transformation hémorragique de l'infarcissement, qui est assez fréquent dans les séries anatomiques. On est à 18 à 40%, donc bien moins dans les séries scanographiques, de l'ordre de 5 à 40%. Pardon. Et on sait que c'est souvent l'apanage des infarctus par embolie cardiaque. Et c'est plus fréquemment retrouvé chez les patients présentant une FA. Diapositive suivante. Donc, la balance va se faire entre le risque de récidive précoce d'un patient qui a une FA et donc la nécessité chez ce patient de vouloir l'anticoaguler rapide et le risque de transformation hémorragique. Alors, si on reprend des anciennes études et les méta-analyses de ces études qui s'appuient avant tout sur l'héparine comme anticoagulant ou les AVK et pas à l'époque sur les AOD, eh bien certes, on gagnait un peu dans les récidives précoces, mais pas de manière significative en introduisant très rapidement un anticoagulant, mais on perdait largement sur le risque d'hémorragie intracérébrale qui fait qu'on a
tendance à attendre un peu avant la reprise. Donc, cette diapositive, elle émane des sociétés de cardiologie, hein, et elle présente le fait qu'un des moyens de raisonner serait de s'appuyer sur la sévérité de l'infarctus cérébral pour décider si on débute ou pas un anticoagulant et sous-entendu un AOD. Alors, dans les AIT, les tableaux neurologiques très transitoires, la question ne se pose pas, on peut débuter au premier jour, il n'y a pas ou peu de lésions cérébrales à risque de transformation hémorragique. C'est là où la question devient un peu plus difficile lorsqu'on est devant des infarctus cérébraux légers, modérés ou sévères. Il a été recommandé de s'appuyer sur le score NIHSS et de se dire si ce score est inférieur à 8, de pouvoir reprendre après 3 jours. Si ce score est entre 8 et 16, attendre 6 jours et puis contrôler quand même l'imagerie avant. Et puis, au-delà de 16, reprendre 12 jours après et recontrôler avant l'imagerie. Le problème du neurologue, c'est qu'on sait que ce score NIHSS, il a ses qualités, mais il a aussi ses défauts. Et les défauts, notamment, c'est que parfois, il sous-estime la taille de l'infarctus cérébral qui elle-même conditionne largement le risque de transformation hémorragique. C'est vrai notamment chez les patients qui ont un infarctus sylvien droit, comme c'est représenté sur ce scanner, qui n'ont pas d'aphasie puisque c'est l'hémisphère mineur et qui vont avoir des scores très faibles alors que l'infarctus peut être extrêmement volumineux. C'est le cas ici chez ce patient qui, à J1, présentait un score NIHSS à 3 alors que vous voyez la taille de l'infarctus est quand même conséquente. Diapositive suivante. C'est pour ça que nos recommandations de notre groupe européen, les ESO, préconisent une reprise qui peut se faire entre le J3 et J4, mais en tenant compte de la taille de l'infarctus cérébral et en contrôlant l'imagerie avant cette reprise. Et c'est pour ça que je pense que cette décision de reprise doit s'appuyer sur tous ces éléments et nécessite une petite expertise neurologique. Alors, on passe maintenant du neurologue au cardiologue. Laurent, comment on peut faire pour optimiser le traitement par anticoagulant oral à la reprise? Bon, vous l'avez vu sur les propos de Yannick, on a quand même, avant d'aller sur des questions plus compliquées, le plus important, ça va être d'optimiser ce traitement et voir ce qui aurait pu être amélioré, voir s'il n'y a pas eu des ratés dans les prises. Pour ce qui est des antivitamines K, pour ceux qui sont encore sous antivitamine K ou parce qu'il y a une contre-indication aux anticoagulants oraux directs, vérifier s'il n'y a pas eu un problème d'observance ou une fluctuation dans l'INR, voire éventuellement essayer de calculer quand c'est accessible ce temps dans les zones thérapeutiques qui doit être au moins au-delà de 70%. Et je pense que quand on a fait la preuve d'un AVC sous anticoagulant, on peut se poser la question de savoir s'il ne vaut mieux pas aller à un anticoagulant oral direct dont on sait qu'il y a quand même un bénéfice aussi sur la récidive d'accident vasculaire cérébral ischémique. Quand on est avec un anticoagulant oral direct, bien revoir la posologie. Vous savez qu'il y a des nuances quand même sur les adaptations de dose en fonction de l'état rénal et ça n'est pas exactement la même chose avec les 3 molécules. Donc, bien se reposer la question de voir si on n'a pas un sous-dosage inapproprié. On ne rentre pas dans les détails. On a déjà dans différentes séances présenté quantité de ces études observationnelles à grande échelle où les patients qui sont soit surdosés mais aussi sous-dosés ne l'emportent pas au paradis pour rester vague dans la précision. En particulier, cette idée, parce qu'on était un petit peu inquiet au début, on se disait chaque fois risque de saignement, donc on avait une tendance un peu peut-être facile à sous-doser. Voilà, on sait très bien qu'il ne faut pas le faire. Donc là, on se repose ces questions-là. Ça reste quand même un vrai problème, ce problème du mésusage et notamment du sous-dosage. On a une question. Est-ce qu'on a des moyens de s'assurer que le patient a bien pris son AOD? Est-ce qu'on peut revenir sur ce problème d'observance, en fait? Alors, Yannick l'a un peu évoqué. Finalement, on va se retrouver, puisque pour l'usage de la thrombolyse, on va se retrouver avec souvent des bilans d'hémostase et des dosages. Donc ça, il faut à tout prix voir. Si effectivement, on a
bénéfice, on va dire, mais s'il n'y a pas d'anticoagulant à bord, finalement, on va pouvoir thromboliser, mais en même temps, ça témoigne du fait qu'il y a eu un problème d'observance préalable, hein. Donc, cette information, alors je ne vous raconte pas ma vie à Tours, mais la neurologie est sur un autre hôpital, donc il faut un peu se pencher sur ce que les collègues ont fait ou ce qu'il y a pu y avoir comme prélèvement. Il y a un côté un peu policier là-dedans, hein, ça c'est sûr et certain. Et puis, quand on n'a pas la réponse, ça peut être aussi la question, quand on a manifestement des troubles du comportement, voire même des pathologies psychologiques avancées, certains de mes collègues se disent peut-être que ça fait partie des cas où, comme on ne pourra pas avoir de monitoring, on peut repasser peut-être aux antivitamines K pour être sûr, quand on est sous AOD, d'avoir une trace de la prise des traitements. C'est des positions un peu ultimes, hein, mais enfin, on peut se poser aussi la question. Autre solution, est-ce qu'il faut rajouter de l'aspirine? Est-ce qu'il faut envisager l'occlusion? L'occlusion. Alors, on va y venir, mais je fais le résumé quand même. Donc, le gros du travail du cardiologue, ça va être cette partie de traitement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est améliorable, quelque chose qui n'a pas été parfait dans le choix des doses ou dans l'observance? Deuxième étape, c'est ce que vous avez dit, Yannick. Il y a toute une part qui appartient au neurologue sur la caractérisation. Est-ce que c'est en clair un accident vasculaire cérébral qui est embolique ou pas? Si le collègue neurologue nous dit non, mais là, le mécanisme, pour moi, il est autre, la question, là aussi, peut être résolue. Et puis, il y a quand même d'autres questions pour le cardiologue. Est-ce qu'il faut faire une imagerie supplémentaire, aller voir s'il n'y a pas un thrombus intracardiaque, atrial, mais ça peut être aussi un thrombus non pas atrial, mais ventriculaire. On peut imaginer que le malade est coronarien, on est dilaté et on le trouve de temps en temps. Voir s'il n'y a pas une autre cause cardiaque thromboembolique, rechercher une endocardite. Donc là aussi, ça mérite de temps en temps de se poser pour être sûr de ne rien oublier. C'est résumé un peu sur cet état des lieux, des différentes questions à se poser pour ce cas particulier des AVC sous anticoagulants. La suivante, c'est pour répondre effectivement aux questions que tu poses. Quoi faire? Alors, une fois qu'on a bien réfléchi et qu'on est certain que ça a été sous anticoagulant bien mené, comment s'en débrouiller? Alors, je vous l'ai dit, repasser sous antivitamine K éventuellement si on était sous AOD pour le bénéfice hypothétique de pouvoir monitorer. Bon. La question qui est souvent posée, c'est faut-il rajouter un antiagrégant plaquettaire à un anticoagulant? Ça s'entend puisqu'on a un échec d'un traitement anticoagulant. La seule donnée que l'on ait, qui ressemblerait un petit peu à ça comme élément de réponse, c'est un peu par analogie, c'est l'étude AFIRE. Ce sont des coronariens pour lesquels s'était posé la question de savoir, au-delà d'un événement aigu, est-ce qu'on a intérêt à garder, au-delà du 12e mois, un antiagrégant plaquettaire en plus de l'anticoagulant. Donc, c'est anticoagulant seul, comparé à anticoagulant plus antiagrégant. La suivante, qu'en est-il advenu? C'est le festival de la loose, si l'on peut dire, parce que on a plus d'événements ischémiques thromboemboliques et aussi plus d'hémorragie. Donc, tout ça pour vous dire que cette hypothèse qui vient assez vite dans la discussion entre nous, on va rajouter un antiagrégant plaquettaire, il n'y a quand même pas beaucoup de pistes qui soient très favorables. Alors, l'étude, elle est différente de celle dont on parle, mais il faut, un antiagrégant plaquettaire au long cours associé à un anticoagulant, ça saigne, il faut le savoir. Donc, il y aura un prix à payer qui sera vraiment important. Donc, si le collègue neurologue nous dit, oui, mais il y a quand même des lésions associées carotidiennes ou de l'athérome et qu'il y a un bénéfice, ma foi, pourquoi pas, mais gardons en tête que c'est quand même, si c'est une pathologie strictement thromboembolique, pour moi, ça n'est pas une pathologie de l'agrégation plaquettaire et vaut mieux bien réfléchir au traitement anticoagulant. Alors après, bien sûr, il y a un effet psychologique qui est quand même déplaisant. On peut changer de molécule, on peut passer d'une classe d'un anti-2 à un anti-10 ou réciproquement d'un anti-10 à un anti-2, mais je ne suis pas certain, mon sentiment, on peut en discuter à plusieurs, que le fait de rajouter un anti-agrégant, ce soit la solution. Est-ce qu'il faut reprendre le bilan étiologique à zéro? Le bilan étiologique, tu veux dire d'un AVC ischémique? C'est la question qui nous est posée. Et au fond, voilà. Alors, il y a le étiologique. On peut aller aussi sur des pathologies autres, des pathologies inflammatoires, auto-immunes. Ça peut être là aussi, où les internistes peuvent avoir leur mot à dire. Dès qu'il y a quelque chose d'un point de vue biologique ou dans le phénotype ou dans les atteintes qui peuvent penser à autre chose, comme j'évoquais l'endocardite, mais ça peut être aussi peut-être des maladies inflammatoires.
ça mérite aussi peut-être d'être envisagé sous cet angle-là. Le fait de savoir si la fibrillation atriale a rechuté persistante permanente, on sait que ça ne change pas vraiment la donne, hein, une fois qu'on est anticoagulé. Donc, voilà, il y a ces grosses choses. Chercher une autre pathologie thromboembolique type thrombus ventriculaire gauche, endocardite, autre localisation et quelque chose de plus à l'étage, on va dire, moléculaire, maladie de système, qui peut aussi être envisagée certainement. Alors, vous voyez, on a récapitulé un peu quand même, parce qu'on se retrouve dans des situations un peu d'impasse thérapeutique où on essaie de trouver des solutions, mais la créativité n'est pas toujours bonne conseillère. Donc, vous voyez, je vous ai dit ce que j'en pense, c'est un point de vue personnel sur l'association des antiagrégants plaquettaires aux antivitamines K. Il y a un surrisque hémorragique. Repasser aux antivitamines K, puis la question, c'est occlusion de l'auricule gauche ou pas. Alors, on va y venir. Je vous rappelle juste que l'occlusion de l'auricule gauche, c'est pour prévenir, c'est dans l'idée de limiter le traitement antithrombotique. On en parlera ensuite pour les saignements intracrâniens. Donc, ça n'est jamais de la vie actuellement un traitement pour prévenir les récidives d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Donc, on peut le proposer à nouveau en termes d'impasse. Dans les registres d'occlusion de l'auricule gauche, ça représente 2 à 3% des patients, hein, sur lesquels, quand vous regardez la littérature, il y a des séries de 15%, 15 patients, sur lesquels on dit bah oui, on a réussi à le faire. Il y a eu 2 morts, 2 récidives d'AVC, donc les résultats sont quand même pas sensationnels, mais la conclusion, c'est en général, c'est faisable. Bon, ça fait peu de preuves. Et donc là, différente, à nouveau, j'ai cherché quelque chose qui répondrait à cette question. Y a-t-il un essai en cours sur récidive d'accident vasculaire cérébral? On va faire occludeur. Non, il y a des essais qui ne sont pas dans le contexte du haut risque hémorragique, simplement où on essaye vraiment d'envisager l'occludeur comme prévention de l'accident vasculaire cérébral. Cette étude en particulier, occlusion AF, où c'est pas exactement la chose, hein, c'est anticoagulant versus occludeur. Là, je pense que ce sera même plus que ça, ce sera occludeur plus anticoagulant, puisqu'on est hors du cadre d'un saignement hémorragique. Donc, on est dans un terrain qui est vraiment en jachère, pour lequel on n'a aucun élément de preuve. On peut se poser la question à titre compassionnel, mais je pense que c'est vraiment pas l'usage, c'est pas fait pour ça, ça n'est pas une indication reconnue actuellement en France d'occlure les auricules pour cette indication-là. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la question des récidives d'accidents ischémiques. On va passer aux hémorragies, Yannick. On va passer aux hémorragies et au problème de l'hémorragie intracrânienne chez ces patients en fibrillation atriale anticoagulée. Oui, alors ces patients qui ont une fibrillation atriale, donc on l'a dit, 20 à 25% des cas, l'AVC est hémorragique. Là, on va s'intéresser à l'hémorragie intracérébrale. Et vous voyez que finalement, en phase aiguë, la prise en charge de ces patients est bien codifiée avec des recommandations qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est déjà des choses qu'on faisait. Alors, j'ai envie de dire, c'est bien balisé d'un point de vue des recommandations, mais on ne sait pas si ça marche. Il n'y a eu aucun essai qui a comparé ces stratégies au placebo, parce que ça paraît logique de se dire que ça peut marcher, mais attention, il n'y a pas d'études, il n'y a que des études observationnelles dans lesquelles on a parfois sélectionné des malades pour lesquels on n'a pas administré de traitement en disant c'est trop grave, donc on ne va pas les traiter. Donc c'est toujours un peu discutable. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sûr que ça marche? Parce qu'on sait que l'hémorragie cérébrale, quand le saignement a eu lieu, il s'est arrêté parce que l'hyperpression artérielle fait qu'il n'y a plus de saignement actif. Donc d'aller réverser ou compenser les facteurs de coagulation, on n'a pas de preuves vraiment très fortes pour dire que ça marche. Toujours est-il que les recommandations sont les suivantes. Une hémorragie cérébrale sous AVK, eh bien, on va utiliser du concentré prothrombinique et de la vitamine K et on va contrôler l'INR. Une hémorragie sous dabigatran, on a l'idarucizumab qui permet de jouer un rôle d'antidote qu'on va administrer en 2 perfusions séparées de 5 à 10 minutes avec un contrôle ensuite du dosage du dabigatran. Et puis pour les autres anti-10A, on attend la mise sur le marché de l'andexanet alpha. Il y a des études en cours complémentaires. Des premières avaient été réalisées. Pour l'instant, il n'est pas disponible de manière usuelle, on va dire, et que dans l'attente, c'est le concentré prothrombinique qu'il va falloir administrer. Donc voilà, la phase aiguë est balisée, encore une fois, avec un questionnement sur savoir quel est le réel impact sur le pronostic du patient. Toutes les hémorragies sont les mêmes? Alors non, justement, toutes les hémorragies ne sont pas pareilles. Alors, simplement rajouter que les guidelines de l'ESO
était un peu plus prudente en disant qu'en gros, on n'émet pas de recommandations sur la reprise des anticoagulants. C'était pour introduire le fait qu'effectivement, est-ce qu'il faut reprendre un anticoagulant après une hémorragie cérébrale? Et est-ce que toutes les hémorragies cérébrales sont les mêmes? Diapositive suivante. Donc, en effet, non, toutes les hémorragies cérébrales ne sont pas les mêmes parce qu'on saigne parce qu'on a une vasculopathie sous-jacente. Et actuellement, on estime qu'il y a deux types de vasculopathie sous-jacente. L'angiopathie amyloïde, qui est liée à des dépôts dans les artères leptoméningées de substances amyloïdes qui favorisent des saignements. Et ces saignements ont la caractéristique d'être des hémorragies qu'on appelle lobaires, lobe frontal, lobe temporal, lobe occipital, lobe pariétal. Et chez ces patients, on fait des diagnostics parfois parce qu'ils ont des troubles cognitifs associés. Il y a une forte association avec la maladie d'Alzheimer, mais parfois les troubles cognitifs sont indépendants de la maladie d'Alzheimer. On fait aussi le diagnostic sur des imageries type IRM qui vont nous montrer des micro-saignements plutôt localisés au niveau des régions lobaires, au niveau du cortex, et parfois ce qu'on appelle une hémosidérose superficielle, cette image que vous voyez en bas à droite, qui est cette image en hyposignal noir qui correspond à du sang déposé dans les méninges et qui correspond à une atteinte chronique liée à l'angiopathie amyloïde. Et ce qu'on sait aussi, c'est que cette angiopathie amyloïde est beaucoup plus sensible aux antithrombotiques, c'est-à-dire les patients présentant cette angiopathie amyloïde ont tendance à beaucoup plus saigner que les patients témoins. À côté de cette vasculopathie, on a une autre vasculopathie qui est une maladie des petits vaisseaux cérébraux liée à la lipohyalinose, qui est un épaississement graisseux des parois des artérioles profondes de moins de 350 microns et qui donne des hémorragies qui, cette fois-ci, sont qualifiées de profondes, ce qu'on appelle l'hémorragie des noyaux gris centraux parfois. Ces patients vont aussi être caractérisés par des microsaignements qui, eux, sont localisés plus en profondeur du cerveau et qui ont fréquemment associé une leucopathie vasculaire et des complications ischémiques de cette leucopathie qui vont être des petits infarctus lacunaires profonds, répétés, pouvant aboutir parfois à des troubles cognitifs, cette fois-ci par accumulation des lésions. Et on sait que le profil évolutif de ces patients est différent. Dans la cohorte PITCH, qui est une cohorte lilloise de patients ayant présenté une hémorragie cérébrale qui ont été suivis pendant 10 ans, eh bien, on sait que les patients qui ont une hémorragie profonde vont avoir tendance à faire plus d'événements ischémiques dans le suivi, d'ailleurs que ce soit des événements ischémiques cérébraux ou cardiaques, alors que les patients qui ont une hémorragie lobaire vont plutôt présenter des complications hémorragiques et avant tout des hémorragies cérébrales. Ce qui fait que dans notre raisonnement qu'on va avoir pour dire faut-il ou pas reprendre un anticoagulant après une hémorragie cérébrale, on va prendre en compte le mécanisme sous-jacent et la vasculopathie sous-jacente. Alors, on va prendre 2 minutes pour des questions. Alors, on nous demande si une hémorragie cérébrale en cas de vasculopathie et anticoagulant oral est plus grave. Où il y a pas. Ouais. Oui, clairement, là, ce qu'on a montré, c'est que les volumes de l'hémorragie étaient plus importants sous anti-thrombotiques et particulièrement sous anticoagulants, et c'est vrai sous anti-agrégants. Donc, ça donne des hémorragies qui sont souvent plus graves et le pronostic est très mauvais. On sait que les hémorragies cérébrales, le taux de décès à 3 mois est de l'ordre de 40%. Et c'est pour ça que je vous disais que je ne sais pas si on améliore beaucoup le pronostic avec nos stratégies de phase aiguë de la prise en charge des hémorragies sous anticoagulants. En tout cas, il faut réaliser cette prise en charge qui est recommandée. Une autre question, on parlait d'expérience et d'absence de recommandation. Là, c'en est un petit peu l'exemple. Que faire en cas d'hématome sous-dural, sous AVK, chez un patient qui a une prothèse valvulaire aortique? Alors, bonne question. Pour la prothèse valvulaire, je vous laisserai peut-être répondre parce que c'est plus une question… Laurent, ce sera à toi. Et pour la partie neurologique, la question que je poserai à la personne qui pose cette question, c'est quel a été le mécanisme du sous-dural? Y a-t-il eu une chute ou pas? Ou était-ce un sous-dural spontané chez un patient qui a des risques de récidive, comme par exemple un alcoolisme chronique qui favorise ce type de lésion? Vous voyez, on va raisonner déjà s'il y avait un facteur déclenchant ou pas qui peut être corrigeable ou pas pour reprendre ou pas un anticoagulant. C'est vrai aussi pour les patients qui ont de la FA, qui sont porteurs de FA. Ces patients-là, on reprend quand c'est un sous-dural en fonction, encore une fois, du mécanisme de l'hématome sous-dural. Ça sent le vécu quand même, cette question, Laurent. Oui, tout à fait.
Alors, à quoi tu veux que je réponde à la question? L'histoire de la valve. La valve, évidemment. Alors, la valve, bon, il faut s'entendre aussi, c'est une valve mécanique ou une valve biologique. On va dire que c'est une mécanique. Ben voilà, bien sûr. Donc, si c'est une valve mécanique, ben, la bonne réponse, c'est qu'il ne fallait pas mettre une valve mécanique. Voilà, si tu la veux, mon idée. Mais bon, bien sûr que ce type de patient, on va discuter de la suite des indications d'occludeur, mais c'est le prototype. On ne pourra pas, ça ne résout pas tout, puisque chez ces patients-là, on ne peut pas faire autrement que de laisser un anticoagulant. Donc, ce sont un peu des impasses. On peut peut-être viser des cibles un petit peu plus faibles, 2 à 2,5 au lieu de... Et encore, ça va être... C'est infernal, ce genre de choses. Alors, on a, après, ça nous est arrivé pour d'autres cas de thrombose. Par exemple, j'ai en tête des gens jeunes. C'est par analogie. Je suis désolé, j'ai une structure un peu d'esprit comme ça, mais on a des gens jeunes qui viennent d'Afrique, pour dire les choses, et qui ont des suivis, qui ont des valves mécaniques, et puis qui thrombosent parce qu'ils sont dans des situations sociales qui sont dramatiques. Donc, ça nous est arrivé, puisqu'il y avait l'indication chirurgicale, d'opérer les gens. Donc, on peut arrêter, il y a thrombose et on remet une bioprothèse à ce moment-là, ce qui peut être, mais c'est vraiment des solutions, c'est des casse-têtes, ce genre de situation, c'est le cas de le dire. Donc, bon. En tout cas, pour les valves, si je peux me permettre, pour les valves mécaniques, pour nous, qu'il y ait eu ou pas une hémorragie, on reprendra. C'est ce que disait Laurent, on n'a pas tellement le choix, on est obligé de reprendre l'anticoagulation. La question de la reprise par rapport aux patients qui ont une FA, et avec un sous-dural, là, elle va dépendre du mécanisme. Mais sur une valve mécanique, malheureusement, je crois qu'on n'a pas tellement d'alternatives. Alors, on continue, Laurent, avec saignement intracrânien, reprise des anticoagulants. Est-ce qu'on peut refaire le point? Quelle est la place, finalement, de l'occlusion? Alors, la place de l'occlusion, bien sûr, c'est la question qui va venir dans ces circonstances. Donc là, il y a un résumé qui fait un peu office de tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voyez qu'en bas se pose la question, après quand même, la question de la reprise des anticoagulants. Moi, je pense qu'il faut bien, premier message, se dire que la priorité, c'est vraiment de reprendre les anticoagulants autant que possible quand le neurologue nous donne l'autorisation. Et les collègues neurologues sont quand même beaucoup plus larges dans leurs indications, me semble-t-il, qu'à une autre époque. Donc, la bonne option, c'est de reprendre l'anticoagulant. Interromps un instant, parce que la question apparaît et puis elle est importante. En moyenne, combien de temps? Je sais bien que ça dépend des cas particuliers, mais allez. Pour la reprise de l'anticoagulant? Ouais, un délai moyen. Alors là, c'est vraiment des neurologues qui… la question, moi, s'est posée en début de semaine, c'était la gravité, 3, 6, 9. Je me posais la question de savoir si est-ce que finalement le score NIHHS pouvait pas faire quasiment le nombre de jours avant la reprise du traitement ou le diviser par 2 pour les trucs. Je me posais cette question-là. Voilà, la jeune collègue neurologue en début de semaine m'a dit, pour nous, ils sont pas graves, moyen grave ou grave. Je ne sais plus si elle faisait 3 ou 4 groupes, et donc ça faisait 3, 6, 9, 12. Quoi. Donc, en l'occurrence, là, c'était une aphasie transitoire, elle le mettait dans les moyens graves. Voilà. Donc, je pense que ceux qui gardent des séquelles sont dans les plus graves, on attend plus. Yannick, pour l'hémorragie, peut-être que pour l'hémorragie, c'est un peu là, c'est plutôt pour l'ischémie où on va être en fonction de la gravité et de la volume de lésion. Pour l'hémorragie, on est un peu plus prudent sur la reprise. Souvent, on attend un mois, on attend un contrôle scanographique qui montrera qu'il n'y a plus de sang. En gros, ça va être ça. On va répéter les scanners. Ma réponse était pour les accidents ischémiques, pour une hémorragie. Là, on le fait quand on a l'autorisation du collègue neurologue, en plus, suivant mécanisme d'une part, topographie d'autre part. Alors, donc, l'occlusion de l'auricule gauche, la suivante, pour en dire quelques mots, une image quand même, pour que ça ne reste pas que des mots. Vous connaissez le principe l'auricule gauche, c'est cette structure qui est un peu appendue à l'oreillette gauche, sous forme comme un peu une oreille d'épagnol, et dans lequel peut volontiers être localiser des thrombus. Volontiers, mais pas exclusivement. Je vais m'en expliquer après. Comment on peut faire? Il faut passer de l'oreillette droite à l'oreillette gauche pour essayer de mettre un des 2 dispositifs qui sont les plus largement utilisés en France. Donc, il y a un cathétérisme transseptal et puis un travail un petit peu d'adresse, bien que ce soit maintenant assez standardisé, de fermeture et d'occlusion qui doit être la plus parfaite possible avec une imagerie dite interventionnelle
pour occlure complètement l'auricule gauche. La suivante. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est d'autant plus adéquat que les thrombus sont localisés dans l'auricule. Et c'est dans quel cas? C'est quand on a une oreillette qui n'est pas elle-même énormément dilatée et qu'on n'a pas en particulier une atteinte valvulaire, on va dire pas la fibrillation atriale valvulaire, le terme qu'il ne faut plus employer, mais plus on a une atteinte valvulaire grave, une prothèse mécanique, un rétrécissement mitral, une oreillette gauche très dilatée, moins le thrombus a une probabilité d'être localisé dans l'auricule. Donc, je vais même, vous voyez peut-être de temps en temps, on parle d'ablation de fibrillation atriale et d'occlusion de l'auricule gauche, alors qu'on a manifestement une oreillette qui est très malade. Ça ne me paraît pas être des choses extrêmement logiques. Donc, vous avez à gauche, sur le TO, un thrombus dans l'auricule, à droite, en transthoracique, un énorme thrombus dans l'oreillette. Donc, quand on aura occlus l'auricule, on n'aura pas résolu le problème du thrombus dans l'oreillette. La suivante. Alors, il y a des bonnes et des mauvaises indications, et donc il va falloir grader quand même ce qui s'est passé pour les saignements. Est-ce que c'était quelque chose qui était prévisible? Est-ce qu'il y avait un surdosage de médicaments, une interaction médicamenteuse? Est-ce qu'il y a eu un accident? Est-ce que c'est sur un terrain avec une pathologie pour laquelle le saignement intracrânien, en l'occurrence, est à même de se reproduire, était totalement imprévisible? Est-ce que c'est au contraire un traumatisme, qui est peut-être quelque chose d'un peu pour lequel on peut peut-être essayer d'améliorer la situation? Est-ce que l'anticoagulant était bien pris, trop pris? Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut essayer de distinguer. Et au sein de tout ça, on va dire qu'il y a différentes nuances de gris entre les très bonnes et les très mauvaises indications. La suivante, celle qui est l'indication parfaite, ce sont les gens qui ont l'hémorragie sévère, non curable, avec un risque de récidive qui est élevé et imprévisible, alors même que le traitement était bien pris. J'y rajouterai que même l'indication encore la meilleure, c'est celui qui avait en plus déjà fait un accident vasculaire cérébral ischémique. C'est-à-dire qu'il a fait l'ischémique, on a la preuve qu'il a un risque très élevé d'accident ischémique, il a fait aussi l'accident hémorragique, donc on a la preuve qu'il est à risque très élevé et c'est totalement imprévisible. Là, c'est les indications idéales. Les contre-indications relatives, on va dire le même, mais par exemple sous antivitamine K, et on sait que les anticoagulants oraux directs sont quand même moins pourvoyeurs de saignement intracrânien, donc on peut discuter AOD versus occlusion pour ces patients quand c'est survenu sous antivitamine K. Et puis ceux du bas, c'est-à-dire que l'hémorragie, finalement, elle était vraiment conjoncturelle. On peut imaginer qu'elle ne se reproduise pas. Il y avait un événement en termes de dosage ou d'association médicamenteuse qui vraiment a facilité le saignement. Donc ça, les deux du bas, le bleu, le rouge et le vert, pardon, ne sont pas des bonnes indications du tout à l'occlusion de l'auricule gauche. La suivante. Donc, en France, c'est régi par un texte du journal officiel, contre-indication formelle et permanente, vous voyez, ce n'est pas simplement un accident hémorragique, contre-indication formelle et permanente aux anticoagulants, avec un comité pluridisciplinaire de neurologues et de cardiologues, en l'occurrence, n'est pas une alternative aux anticoagulants par ailleurs. Donc, ça met quand même relativement les points sur les i. Il y a un élément qui est de temps en temps de discussion, c'est Schatzvaska 4. On peut imaginer quelqu'un qui a un Schatzvaska 2 parce qu'il a fait l'AVC ischémique, il a fait le saignement intracrânien. À nouveau, je vous ai dit que c'était pour moi une des indications, des très bonnes indications, et strictement, on n'est pas dans cet aspect réglementaire-là. Donc, même ce texte est peut-être perfectible. La suivante. Alors, une fois qu'on a mis l'occludeur, le problème, c'est qu'il va quand même falloir donner des antithrombotiques parce que c'est du métal quand même, et il faut éviter que tout ça ne thrombose. Et donc, dans un registre français qu'on avait coordonné, on avait 470 patients avec les deux. Il n'y avait pas de rôle de l'industrie, ce qui est un point important quand même sur ce type de recherche. Et il y avait en l'occurrence les deux dispositifs qui avaient été utilisés. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même pas mal de complications chez des gens qui sont graves. Yannick l'a dit, une fois qu'on a fait un saignement intracrânien, quand même, c'est des gens âgés avec pas mal de comorbidités. Il y avait des taux d'événements, vous voyez, qui sont élevés. Il y a presque 90, presque 20% des patients ont des événements graves type décès, récidive d'accident vasculaire cérébral ou saignement. Et donc, il y a le cas particulier des gens qui thrombosent sur le dispositif d'occlusion, c'est-à-dire qu'on pense qu'on est débarrassé du thrombus dans l'auricule et on constate de manière un peu contrariante, quand on fait l'échographie, que le thrombus s'est mis sur la prothèse. Alors pendant un moment, on disait non, mais ça, c'est pas vraiment grave, c'est physiologique, ça va disparaître. La suivante, en fait, on montrait dans cette étude que ces gens-là faisaient quand même des taux de récidive d'accident vasculaire cérébral qui étaient élevés. Donc, il faut vraiment essayer
de ne pas négliger le traitement antithrombotique tel qu'il est recommandé pour ces patients-là. C'est un facteur indépendant de récidive d'accident vasculaire cérébral, donc ça n'est certainement pas une image physiologique que de voir un thrombus sur une prothèse d'occlusion de l'auricule gauche. La suivante. Donc voilà pourquoi finalement, vous voyez, le niveau de preuve, il n'est quand même pas complètement satisfaisant. Ça reste des indications de type 2B dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Donc c'est vraiment du recours ou des alternatives possibles, hein, mais ça doit quand même rester des stratégies d'exception. La suivante, il y a des schémas d'antithrombotique séquentiels qui sont pour l'un des dispositifs avec anticoagulant plus antiagrégant pendant 1 à 3 mois, ce qui est quand même pour des gens qui sont à risque hémorragique un peu dur. Des stratégies qui peuvent être que par antiagrégant plaquettaire, raccourcies éventuellement, faute de mieux. Mais quand on ne peut absolument pas donner d'anticoagulant dans certaines pathologies, type le rendu ossellaire, ou si le collègue de neurovasculaire nous dit non, ça me paraît trop risqué, qu'on ne pourra donner aucun traitement antithrombotique, c'est une grosse faute que de mettre un occludeur parce que ça va se boucher très rapidement. Donc la suivante, dans ces cas-là, ça peut vivre des solutions chirurgicales d'occlusion de l'auricule gauche. En l'occurrence, ce n'est pas des occlusions, c'est des ligatures où on passe par voie externe et là, il n'y aura pas besoin du tout donner de traitement antithrombotique. Donc si ce n'est pas de traitement antithrombotique du tout, c'est possiblement une meilleure solution. C'est encore une rareté dans la rareté, mais ça fait partie des quelques bonnes indications de recours chirurgicaux pour exclure l'auricule gauche. La suivante. Donc, en conclusion, vous voyez qu'il y a de quoi quand même discuter entre cardiologues et neurologues dans ce type de cas qui sont dans tous les cas difficiles. Hein. Donc, discussion avant, est-ce qu'on va pouvoir reprendre l'anticoagulant ou pas? Est-ce qu'on évalue au mieux le risque? Alors, c'est bien facile de vous le raconter comme ça en disant c'est absolu ou c'est relatif, mais c'est vraiment une discussion pluridisciplinaire pour essayer de préjuger si on a un risque qui est transitoire ou définitif et imprévisible de récidive hémorragique. Donc, si tel est le cas, ça peut relever d'une fermeture percutanée de l'auricule gauche, pour lequel, là encore, il va falloir se poser la question de savoir si on peut donner un traitement antithrombotique, même transitoire, ce qui sera acceptable, mais un traitement minimal. Et puis, il y a une part de surveillance d'imagerie pour voir s'il n'y a pas des fuites, parce que les fuites, en cas d'occlusion incomplète, sont elles-mêmes pourvoyeuses de thrombus, voire même quand on fait du mieux, surveiller s'il n'y a pas l'apparition d'un thrombus au cours du suivi qui peut amener à finalement prolonger plus longtemps que prévu le traitement antithrombotique qui était initialement prévu pour une période transitoire. Voilà pour ce qui me concernait. J'ai été assez sensible. Voilà, il y a un des commentaires qui nous apparaît et que je ne peux que confirmer. Un collègue dit qu'il faut absolument sensibiliser les urgentistes quand on a un AVC ischémique au dosage des activités anti-10 ou spécifiques des anticoagulants oraux directs. Quand je disais, c'est le neurologue mène l'enquête, mais oui, vous avez raison, ce n'est pas le neurologue, il y a aussi les urgentistes qui sont impliqués dans cette affaire. Et je pense que c'est aussi un message important. Ah, puis, il y avait une autre question. Mais au fond, on n'aura pas la réponse. Que dire à la famille après un AVC ischémique malgré l'anticoagulation? Il y a tellement de cas de figure que répondre à cette question est une gageure qu'on ne parviendra pas à réussir. Alors, au fond, si on devait résumer, si on devait, conclure, résumer cette session passionnante, on pourrait dire que en cas de récidive, il faut identifier le type d'AVC, il faut identifier la meilleure stratégie thérapeutique, identifier la cause aussi. Est-ce qu'il y a eu un mésusage? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise observance? Puis en cas d'hémorragie, pareil, il faut essayer de définir le type d'hémorragie. On a vu qu'il y avait des formes différentes de ces hémorragies. Essayer de trouver là aussi la stratégie thérapeutique, parmi lesquelles l'occlusion de l'auricule en est une, tu viens de nous le dire. Mais la leçon de ce nouvel épisode, de ce 7e épisode, c'est la collaboration. Je crois que ce qui est fondamental, c'est que c'est la collaboration entre neurologues et cardiologues qui va jouer un rôle fondamental. Et je voudrais rajouter, si on en revient au problème des mésusages, la collaboration avec nos collègues médecins généralistes pour s'assurer de la poursuite du traitement aux doses efficaces, de la poursuite quand il s'agit des AVK, d'un traitement avec un TTR qui soit satisfaisant. Et je crois que c'est une manière de conclure. En tous les cas, Yannick, Laurent, je vous remercie au nom de tout le monde
de manière extrêmement importante pour votre partage d'expérience, partage de connaissances. On est quand même dans un domaine qui est particulièrement difficile. Je veux remercier aussi Bayer pour leur soutien institutionnel à ce programme et vous inviter à revenir sur Cardio Online à plusieurs occasions, mais en tous les cas, le 25 novembre, pour le 8e et dernier épisode qui sera consacré à fibrillation atriale et insuffisance rénale, encore un problème difficile, avec Gabriel Chokroun et Ariel Cohen. Et puis à très bientôt sur Cardio Online. Merci.